observations qu'on avait fait avec Eric Guzowski, donc au CHU Montpellier, qu'on a un petit peu développé. Alors, on n'a pas présenté la partie, on va dire, expérimentale. On m'a dit non, pas trop de diagrammes avec les Western blot, des trucs comme ça. Ça va. Donc, on va rester très clinique, mais vous verrez, c'est déjà pas mal. Ça permet, bon, de voir un syndrome que vous verrez probablement pas souvent. Ça court pas les rues, mais il fallait y penser. Et Eric y a bien pensé. Ça s'est bien passé pour la plupart des enfants. Et puis quelques réflexions générales sur CMPL et puis les mutations qu'on va trouver, que l'on va vous sortir de plus en plus grâce à une technique qu'ils appellent le NGS. Et puis après, vous serez face à toutes ces mutations et qu'est-ce qu'il faut en faire avec le pointeur. Avec le pointeur, ça fait. Ouais. Donc on va partir sur une description. Donc c'était une famille donc marocaine. Les deux parents sont des cousins germains. Ils ont une petite fille qui va très bien. Les parents vont très bien, pas de problème particulier. Et puis donc une grossesse gémellaire, monozygotique, avec évidemment une naissance un petit peu prématurée, deux enfants, deux petites filles. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe pour ces petits-enfants? Eh bien, à la naissance, le bilan est normal, pas d'anomalie morphologique évidente, mais des petits problèmes, purpura, hématome, voilà. Donc des problèmes d'hémostase, des problèmes de coagulation. Évidemment, ils font de suite une NFS, et voilà, des plaquettes qui sont au ras des chaussettes, très très basses. L'évolution, bien chez la petite 2.2, on va pas donner son nom, évolution assez rapide, 2 jours, au bout du deuxième jour, apparition de pétéchisme. Dans les deux cas, on arrive rapidement à des besoins de transfusion de kilopaquetaires, hebdomadaires pratiquement. Donc déjà, c'était pas très très bon. L'autre sœur prend des rectorragies, elle avait des problèmes d'intolérance au lait, donc qui ont été traités, mais des saignements rapides dès le 11e jour. Et puis, très rapidement chez celle-ci, il y a peut-être une anémie, hein, avec un taux d'hémoglobine qui est très très bas, des plaquettes qui continuent à descendre. Chez l'autre jumelle, des problèmes d'hémorragie intracrânienne aussi. Donc voilà, a priori, vous partez sur quoi dans ces cas-là? À faire de l'APM, de l'APP, apprentissage par problème. C'est à la mode. Ah, j'ai pas mis de dia avec de 30 secondes pour non, c'est juste. Voilà, la petite, la dernière, on développe aussi une anémie un petit peu plus tardive, mais une anémie aussi. Donc, thrombostopénie, adémie, ça sent pas très bon tout ça, ça sent. Alors, l'exploration. Évidemment, on pense de suite une thrombostopénie, soit par consommation, soit immunoallergique. Donc, le bilan de coag est normal. Consommation, ils ont fait évidemment une exploration infectieuse la plus complète possible. Pas de problème, tout était négatif. Allo-immunisation, pas de problème non plus. Donc on élimine à peu près toutes les voies et il reste évidemment les fibres congénitaux. Ils ont fait quand même un myélogramme, assez précocement, ce qui était tout à fait logique. Et la chose, c'est myélogramme normal, mais absence ou très peu de mégakaryocytes. Donc ça sentait la mégakaryocytose congénitale. Radiographie des avant-bras tout à fait normaux pour éliminer un syndrome bien connu, qui est plus fréquent que le Kant. Et le diagnostic, c'était une mégakaryocytose congénitale de type 1 avec une évolution très rapide vers une pancytopénie. On a vu l'anémie apparaît au bout d'une semaine pour l'une des deux jumelles et au bout de 6 mois pour l'autre, mais ça a été très rapide. La proposition, évidemment, c'était, face à un cas 1, il n'y a pas beaucoup de solutions thérapeutiques, c'est l'allogreffe le plus rapidement possible. Donc, ils pensaient faire une greffe de sang avec 200 de cordon.
Donc ils avaient fait un génotypage HLA pour rechercher ce qui était le mieux, et puis aussi pour éviter les problèmes d'immunisation à force de transfusion réitérée de kilocalcifères. Il y a eu un problème pour trouver un centre cordon compatible, donc il a fallu aller vers une allogreffe plus conventionnelle. Alors là, c'est un problème, on en discutera après, c'était un aspect sociologique de la famille. La famille a refusé de rechercher un donneur au sein de la famille. Donc en fait, les parents étaient en France, le reste de la famille se trouvait au Maroc, et ils ont tous refusé, donc il a fallu partir sur des choses beaucoup moins faciles. L'exploration de confirmation, la TPO, elle est très très élevée. La valeur est de 50 picogrammes par millilitre, on est à, 3000, à plus de 3000, bon, ce qui est logique, évidemment il n'y a plus de plaquettes. Le foie produit la TPO et évidemment elle n'est pas fixée, donc elle augmente. Mais elle a beau augmenter, comme il n'y a pas de mégacaroblast, on ne stimule rien du tout. Les pousses, on a fait mis des pousses de mégacarocytes, vous voyez qu'il y a très très peu, 3 colonies pour l'une, 9 pour l'autre, alors qu'on était aux alentours d'une cinquantaine pour la moelle de contrôle, 84 même pour la moelle de contrôle, donc très très faible pousse. Et évidemment ensuite la recherche des mutations. C'est les pathologies qui sont dues à des mutations du récepteur CMPL, mutations inactivatrices, contrairement à celles que vous avez écrites, William Weschenker, qui sont des mutations activatrices. Là, c'est exactement l'effet inverse. Et on retrouve 2 mutations. Alors, une qui était déjà connue, qui avait été décrite en 2004, un an avant la parution de Jack Devey System Setup, impliquée dans des thrombocytoses. C'est la 439N OMPL Baltimore, décrite par Modicarno, aux USA. Et une autre non décrite, qui tombe dans une région très conservée du récepteur CMPL, qui est la W272R. Et évidemment, les deux étaient homozygotes. Donc, a priori, on pouvait penser qu'ils étaient sur le même, sur chaque chromosome. Hein. On l'a quand même vérifié. Alors, donc évidemment, face à ça, on a fait la première sœur qui était tout à fait normale, qui n'avait pas de problème de thrombocytose, de thrombocytopénie, étaient tous hétérozygotes. Ils portaient chacun les 2 mutations K39N et W272R. En dehors de cela, ils n'avaient pas de problème particulier, ni clinique ni biologique, pas de TPO au plafond, rien. Normal. Alors le problème de la K39N, c'est une mutation donc, qui est autosomique, qui a été décrite comme étant autosomique dominante chez environ 7% des Afro-Américains, entraînant des thrombostoses qui peuvent varier entre 450 000 et 1,4 million, avec une pénétrance qui n'est pas absolue. C'est des études de 2004, mais bon, on n'a toujours pas vraiment bien caractérisé le mode d'action de cette mutation, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ce qui avait été décrit dans le papier initial, c'est qu'il y avait une diminution de l'expression membranaire de CMPL, avec une forme anormale dont vous a parlé William Weschenker, qui est la forme avec une utilisation spécifique du réticulum endoplasmique, mais qui n'arrive pas à la membrane. Donc c'était vraiment post-traductionnel, et on ne savait pas trop quoi en faire. Simplement là, cette mutation K39N ne s'exprime pas, puisqu'on a une thrombocytopénie et pas une thrombocytose. Ce qui veut dire que la nouvelle mutation est donc dominante sur la première. L'évolution familiale, eh bien, malgré le conseil génétique, il y a eu un 4e enfant, un petit garçon, qui n'a pas eu de chance. Il a tiré le mauvais allèle du papa et de la maman. Et il se retrouve comme ses 2 sœurs jumelles, homozygotes pour les 2 mutations, avec une thrombocytopénie néonatale. Et puis donc, voilà. Alors on a eu de la chance, on a pu récupérer sur le sang du cordon, on a pu préparer les ARN et donc bien prouver que les 2 mutations étaient en 6. Il n'y avait pas de problème. Gregor Mendel peut dormir en paix, on ne va pas remettre en cause ses théories. Il n'y a pas de problème. Ce qu'on a appris, ça marche bien. Donc voilà un petit peu le dessin de la famille. Donc vous avez ici les 2 parents, cousins germains, avec les mutations hétérozygotes. La 439N ici, la nouvelle mutation sur l'exon 5, la maman. Voilà la première sœur, la sœur aînée, qui est elle aussi hétérozygote, sans aucun problème ni clinique ni biologique. Les 2 petites jumelles,
ils sont homozygotes mutés, et le dernier petit frère qui lui aussi est homozygote muté. Là, j'ai mis donc une représentation de CNPL. Donc CNPL, c'est un... Bon, William Schenker a largement expliqué CNPL. On va rentrer un petit peu plus dans la structure. Vous avez un court domaine intracellulaire qui est indispensable à la signalisation, avec notamment deux bandes ici sur lesquelles vient se fixer JAK2. Puis bon, vous expliqué la transphosphorylation de JAK2 qui les active, la phosphorylation des tyrosines situées en dessous et la fixation des stats, etc. de toutes les voies d'activation, telles que vous l'avez vu. Et une région transmembranaire et un domaine extracellulaire qui est divisé en deux parties, des domaines D1 et D2, qui interviennent à la fixation de la thrombopoïétine. En fait, lorsqu'on regarde chacun de ces domaines, ils ont pas mal d'homologie de séquence. Ils sont structurés comme des domaines d'immunoglobuline avec 4 systèmes qui permettent de boucler le domaine. Et ils ont systématiquement une séquence très conservée dans laquelle tombait la mutation nouvelle qu'on a décrite, qui se trouve ici et là. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus? Ce que l'on sait sur cette mutation, c'est qu'elle n'est pas impliquée dans la liaison à la thrombopoïétine, ni dans la dimérisation du récepteur qui est indispensable à l'activation de la voie pour vous rapprocher de JAK2. Alors en fait, ce qu'on pense, ça a été démontré dans le cas du récepteur à l'érythropoïétine, c'est que ça permet l'expression membranaire du récepteur et donc permettre l'activation. Alors il faut peut-être essayer de tester avec les caléens mutés si on arrive à forcer. Là, on n'a pas pour l'instant pu le faire. On va revenir là-dessus. Par contre, on a pu montrer, donc mais ça je ne l'ai pas montré, qu'en effet c'est bien un problème de localisation membranaire du récepteur CNPL. Cette mutation K39N qui se trouve ici, là, sur l'exemple 2, qui est normalement activatrice, je suppose, c'est pas vraiment démontré, mais on sait que c'est associé à des thrombocytoses, ne pouvait pas s'exprimer tout simplement parce que, comme il y avait une mutation ici, on retient CNPL à l'intérieur du réticulum endothélique, on ne permet pas une expression membranaire. Voilà, alors, bon, petit résumé sur les thrombocytopénies néonatales, ça évidemment c'est quand même assez rare. Hein. Principalement de consommation et de destruction des plaquettes, ça je pense que vous êtes parfaitement au courant, infection de l'auto-immunisation, etc. Les congénitales sont exceptionnelles, avec deux grands syndromes, les TAR et les CAM, plus quelques autres évidemment. Les thrombocytopénies congénitales, vous avez d'abord la mégakaryosis congénitale, qui sont dues à des mutations inactivatrices de CNPL, le récepteur à la TPO. Les thrombocytopénies avec absence des radius bilatérales, qui sont plus fréquentes, qui sont beaucoup moins graves. La thrombocytopénie est transitoire, et puis en général ça se passe bien, on n'arrive pas à la défense médulaire comme avec le CAM. CAM, vous avez une défense médulaire obligatoire. Celui-ci qui est assez rare aussi, donc c'est une thrombocytopénie congénitale avec synostose du radius et du cubitus, qui entraîne elle aussi une défense médulaire très sévère, et qui est due à une mutation du gène OXA11, qui est indispensable au développement du membre supérieur, d'où les problèmes de synostose du radius et cubitus, et aussi de la lignée mégakaryocytaire, d'où les thrombocytopénies. Et enfin, la limite de Fanconi, là, on prépare. Il y a beaucoup de gènes impliqués, 19 gènes impliqués, des gènes qui sont très connus, donc BRCA1, BRCA2 et tous leurs compagnons. En fait, c'est une réparatose qui empêche la réparation des cations double brin, ce qui explique d'ailleurs la fragilité chromosomique qu'on observe dans ces pathologies-là. Et une dyskératose congénitale, donc atteinte muqueuse évidemment, insuffisance médulaire là aussi, donc thrombocytopénie, anémie, fibrose pulmonaire hépatique, prédisposition cancéreuse évidemment, qu'on retrouve aussi pour les anémies de Fanconi, qu'on retrouve aussi pour celle-ci, mais qui n'est pas prouvé pour le CAM. On n'a pas pu prouver que c'est un état prédisposant à l'apparition des tumeurs. Et dans ces cas-là, on a trouvé 6 gènes impliqués dans le maintien de la structure télomérique. Donc évidemment, si vous débobinez les télomères, si vous les cassez, ben, ça se termine toujours très mal pour les cellules.
En ce qui concerne les camps, donc il a été décrit très précocement en 1929. Et l'implication des mutations de Sempel est assez récente, ça date de 1999 avec Ihara et son collègue de Marco. C'est un diagnostic d'exclusion, hein, il faut éliminer toutes les possibilités avant d'arriver de ce qu'on appelle un sauf si vous pouvez prouver évidemment que vous avez une mutation inactivatrice de Sempel, et cette simple mutation est suffisante pour le diagnostic du cas. Transmission autosomique récessive, évidemment. Alors, tableau clinique, ce sont des thrombocytopénies très sévères. La moyenne c'est 21 000 gigas, ça va entre 10 et 96 000. Dès la naissance, c'est très, très précocement. Suivant l'évolution, on distingue deux types de syndromes. Les camps 1, dans lesquels la thrombocytopénie persiste pendant très longtemps. L'insuffisance médulaire généralisée arrive en général aux alentours du 11e mois, donc c'est une évolution très rapide. Il n'y a pas de traitement possible à part des ABR le plus précoce possible. Par exemple, dans le cas présent, pour les deux jumelles, on a attendu un petit peu parce qu'on espérait un cordon le temps il y a eu des sérieux problèmes. Une était décédée, des complications, non pas de sa pathologie, mais ça s'est mal passé. Le dernier petit frère a été greffé très précocement à Paris et il se porte à merveille à l'heure actuelle. Tout va très bien. Si on greffe très rapidement chez des jeunes enfants, chez des très très jeunes enfants, ça ne pose pas de problème. Les camps 2, c'est un petit peu. Alors, moi, je vous dirai sur les mutations après. Les camps 2, il y a une amélioration transitoire durant les premiers mois. La thrombocytopénie régresse un petit peu. La défense médulaire est plus tardive, en général en moyenne de 5 à 6 ans après. Donc c'est un petit peu moins grave, c'est dû à des mutations différentes du récepteur CMPL. La pancytopénie, ça c'est une caractéristique de ces syndromes-là. Vous avez vu une passer en anémie du bout du 9e jour, l'autre au bout du 10e mois, mais en général tout part. Pourquoi? Parce qu'on va en fait toucher la souche hématopoïétique. Les anomalies somatiques, il n'y a pas de malformation squelettique comme on trouve chez les autres syndromes, la plupart des autres syndromes. Quelques anomalies mineures, notamment le neurologique, on pense que ce sont simplement les conséquences des hémorragies intracrâniennes. On a vu chez l'une des deux fillettes des problèmes de saignement intracrânien. Et la prédisposition leucémique pour ce syndrome-là, en tout cas, n'est pas du tout établie. Du point de vue biologique, sur la moelle osseuse hématopoïétique, le myélogramme est normal, et simplement il y a une disparition, voire donc, très restreinte de mégakaryocytes. Donc je me souviens la lignée mégakaryocytaire. Les TPO sont évidemment très très élevés, ce qui est tout à fait normal, puisque si vous n'avez pas de taquette, le foie produisant un taux constant à peu près la TPO, vous ne la fixez pas sur le CMPL, donc vous avez un TPO plasmatique élevé, c'est la boucle d'autorégulation naturelle de la production des taquettes. Par contre, ce n'est pas du tout spécifique, vous en trouvez dans toutes les pathologies avec base de plaquettes. Mais c'est un élément en plus qui intervient. Alors, les mutations de ce récepteur. Il y a environ une centaine de cas répertoriés dans la littérature. Tous sont associés à des mutations de CMPL qui touchent en fait tous les exons possibles de CMPL, mais néanmoins, il y a 80% d'entre elles qui affectent les 5 premiers exons, le fameux premier domaine D1, le plus externe, qui fixe la TPO. Et plus particulièrement les exons 2 et 3 qui en consomment quand même une grande partie. Alors il y a deux grands types de syndromes qui correspondent en fait principalement à deux types de mutations. Les mutations non-sens ou les frameshift, donc qui vont s'allier par une protéine avec un stop prématuré, donc une absence de récepteur CMPL, donc perte totale de la fonction CMPL. Là, évidemment, dans les camps 1, c'est très grave, c'est très rapide, l'évolution est rapide, et là, très très vite, il n'y a pas de traitement possible en dehors de l'allographie. Lorsqu'on a des mutations un petit peu moins graves, qui préservent une partie de la fonction CMPL, c'est le cas des mutations faux sens, substitution de acylaminé par un autre, ou des mutations qui entraînent des épissages alternatifs avec élimination des exons. En général, on conserve une petite activité CMPL, et on est dans le cadre des camps 2, qui évoluent beaucoup moins vite que le camp 1. On a décrit évidemment les faux sens activatrices, William Weschenker nous a exposé. Vous avez le cas 39M qui était le cas de notre famille. C'est ici qui a été retrouvée dans une famille, je crois, en Arabie Saoudite.
la S204P, la S505N, les 215 qui sont classiques dans les TE. Et on a même des crises de faux sens, sans aucun effet, un véritable SNP, comme peut trouver la V114M, qui n'a aucun effet. Alors le rôle physiopathologique, eh bien, on va toucher la voie de signalisation de TPO et CMPL. Cette voie, évidemment, c'est l'équivalent de EPO et récepteur érythropoïétine pour la différenciation de la lignée mégakaryocytaire. Donc il est tout à fait logique que si on a une mutation électrique inactivatrice, on se trouve face à une thrombocytopénie, alors que si on a une mutation activatrice, on aura des thrombocytoses. Ça, c'est quelque chose de tout à fait logique. Mais la chose plus importante, c'est que ça intervient sur le pool des cellules souches hématopoïétiques les plus précoces, ce qui explique d'ailleurs les pancytopénies qu'on observe dans ces cas-là. La TPE est absolument nécessaire au maintien à la prolifération des cellules souches post-natales et non pas fétales. Ce qui explique que le développement fœtal se passe tout à fait normalement, mais après la naissance, ça va beaucoup moins bien lorsque c'est le système TPO, récepteur ou TPO, qui prend le relais. Oui, on lui montrer que les cellules souches expriment fortement CMPL et les LTCIC, donc les plus précoces qu'on peut mettre en évidence en culture, c'est un système de culture un petit peu compliqué. On sait que les lignées ostéoblastiques sécrètent de la TPO, ce qui permet de maintenir le pool des cellules souches. Évidemment, quand ce système-là ne fonctionne plus, vous vous retrouvez face à des cellules. Alors en clinique, je ne pense pas qu'il ait été décrit de famille avec des absences de sécrétion de TPO. Par contre, pour les CMPL, ça correspond au syndrome de Down. Et voilà un petit tableau qui résume l'ensemble des mutations sur le récepteur. On trouve donc ici les deux domaines extracellulaires avec cette séquence qui était mutée dans le cadre d'une famille qui est indispensable à l'expression membranaire du récepteur, qui n'intervient pas dans la liaison au cytokine, qui ne intervient pas dans la linéarisation, mais si c'est muté à ce niveau-là, ça a été bien démontré sur les sur le récepteur érythropoïétine, c'est ce qu'on a fait sur le récepteur TPO. Si vous voulez muter, vous maintenez votre récepteur dans le donc vous ne pouvez pas avoir d'activité. Chose importante, je dis la plupart des mutations des CAM tombent dans ce domaine-là, mais elles peuvent tomber en fait sur l'ensemble du récepteur. Et puis on a quelques rares mutations activatrices, qui sont résumées ici. Et puis la fameuse V114M qui est totalement sans effet, une mutation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je dis à l'heure actuelle, avec l'NGS, on va vous décrire de plus en plus de mutations sur le récepteur CMPL. Attention, c'est pas parce qu'une mutation de CMPL n'est pas du tout significative, soit d'une thrombocytose. Si on sort une mutation là-dedans, n'était pas j'ai trouvé la cause de la thrombocytose, donc c'est certainement autre chose à côté, il faudra aller voir ailleurs. Et si on veut être sûr que ce sont des mutations activatrices, il faut pouvoir le démontrer. La plupart des mutations, les grosses majorités des mutations sont inactivatrices ou silencieuses. Dans le cas des CAMT, évidemment, le problème ne se pose pas, le tableau clinique est évident, une sorte de mutation, il y a de fortes chances, il faut mieux vérifier que c'est inactivateur, ce qu'on a fait pour de mutation, mais il faut que ce soit homozygote, ou alors qu'il y ait deux mutations qui se compensent l'une l'autre, pour deux mutations hétérozygotes, une sur chaque allèle, pour bloquer la voie CMPL. Mais ça, c'est très important. Il faut bien retenir que la plupart des mutations de CMPL sont inactivatrices et non pas activatrices. Enfin, la sociologie, bien, voilà, là c'est lié, on va dire, aux traditions propres à chaque pays. Quand on a vu ça, quand on a réfléchi, on s'est dit, mais bon sang, on fait de l'expérimentation génétique humaine, ce qu'on n'aurait même pas osé penser quand on était étudiant. Là, c'est vraiment deux cousins germains, on a pratiquement créé une lignée. Une lignée, c'était assez fou. Autre chose aussi, c'est qu'évidemment, si les parents étaient envoyés en conseil génétique, et on a beau avoir toutes les connaissances que l'on veut, si ça ne tombe pas sur un terrain fertile, la connaissance ne sert à rien. Et là, on a eu beau leur expliquer qu'il y avait peut-être d'autres moyens d'avoir une descendance. Ça n'avait pas marché, et voilà, sur le quatrième enfant qu'on a sauvé in extremis. Je pense que c'est assez frustrant pour les gens qui font du conseil génétique d'expliquer et puis
On passe à côté de Voilà.